Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts. Alors pendant près d'une heure, nous allons passer en revue ce qui a fait l'actualité de la semaine. On va donc parler prix du logement, taxation des voitures les plus lourdes, des propositions de campagne pour augmenter le salaire minimum ou encore des mesures prises depuis le mouvement Balance ton bar. Alors pour commenter cette actualité, j'ai à mes côtés deux experts. Tout d'abord, Zenzen Sveni, journaliste à La Capitale. Bonjour. Bonjour. Et puis Nicolas De Decker, journaliste au VIF. Bonjour. Bonjour Vanessa. Alors, mardi, l'OCDE, l'Organisation donc, de coopération de développement économique, a rendu un rapport plutôt critique sur Bruxelles. Elle n'hésite pas à parler de crise aiguë du logement dans la capitale. Et le lendemain, eh bien, c'était la Fédération des agents immobiliers belges qui donnait leurs chiffres sur l'augmentation des loyers. On parlait d'une augmentation de près de 9% par rapport à l'année dernière. Alors, pour l'OCDE, il faut donc augmenter la construction de logements sociaux et inciter aussi le privé à en construire. On écoute la réaction du gouvernement bruxellois. Je me conforte dans le combat que je mène depuis le début de la législature pour avoir plus de logements sociaux sur tout le territoire de la région, faire en sorte que les loyers baissent à Bruxelles. Et en fait, ce sont ça les principales recommandations de l'OCDE. Et donc, évidemment, que je vais continuer à mettre en œuvre mon travail, mais aussi une mesure en particulier, celle qui est du permis unique, ce dont j'ai parlé là tout à l'heure. Et donc, éviter en fait la possibilité pour les communes d'introduire des recours quand il y a du logement social qui doivent arriver sur leur territoire. La réforme des charges d'urbanisme va vraiment dans le bon sens parce que c'est ça que le rapport fait, c'est démontrer qu'on vit une crise de logement et qu'il faut agir. Est-ce qu'eux, ils mettent vraiment l'accent sur ce qu'ils appellent gentle densification, donc la densification inclusive de la deuxième couronne pour éviter que les gens sont poussés en dehors de la ville. Alors Zenzen, cette crise du logement à Bruxelles, elle n'est pas vraiment neuve. Ça fait longtemps qu'on dit qu'il manque de logements abordables, en tout cas dans la capitale. Tout le monde dit qu'il faut en construire, mais évidemment, personne n'en veut près de chez soi. C'est quelque chose que vous rencontrez souvent et que vous traitez souvent dans le journal La Capitale ? On voit que les logements sociaux se situent souvent dans les mêmes communes et il y a principalement les communes, on les reconnaît assez facilement, celles qui ont très peu de logements sociaux. Alors, elles en ont parce qu'il faut en avoir, mais quand on regarde un petit peu les personnes qui cherchent un logement, ne serait-ce que pour la location, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a une demande qui explose et une offre qui est de plus en plus réduite. Quand on voit le nombre de personnes qui sont sur la liste d'attente pour un logement social et qu'on nous annonce qu'il faut attendre minimum 10 ans, c'est quand même questionnable par rapport à ce que la région et les communes font parce que effectivement, si on veut pouvoir garder les personnes qui travaillent, qui font tourner Bruxelles, il faut pouvoir leur offrir du logement. Et cette problématique n'est pas nouvelle et on se demande un petit peu pourquoi est-ce que ça traîne autant. Alors Nicolas De Decker, si on revient sur les logements sociaux, depuis la création de la région bruxelloise en 1989, on compte aujourd'hui 789 logements sociaux de moins en réalité, alors qu'il y a eu plein de plans de construction de logements. Mais c'est un constat tragique. C'était un rapport intéressant parce qu'il brossait d'une manière assez large le tour de la question et qu'il évoque des pistes de solutions avec lesquelles tout le monde si on fait du cherry picking, si on est sélectif, on trouvera chaque fois un truc qui vous satisfait. C'est pour ça que les ministres là-bas étaient heureuses de dire que le rapport de l'OCDE, qui dit qu'elles n'ont en gros pas fait leur travail, comme vous le dites, Vanessa, depuis plusieurs décennies, confortait leurs hypothèses. Mais en lisant ce rapport, moi j'ai l'impression qu'en fait, on revient toujours à ce même problème de la région bruxelloise, qui est très spécifique en Belgique, qui est la région la plus riche de Belgique. On ne le dit jamais assez, c'est en Belgique que l'on produit le plus de richesses, où l'on produit le plus de richesses, c'est à Bruxelles, c'est dans la région de Bruxelles. Et pourtant, Bruxelles a des difficultés pour gérer les classes les plus pauvres de la population, qui sont elles aussi concentrées à Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est un petit peu une personne qui serait très très riche, mais qui n'a pas l'argent pour se procurer un costume à sa taille et qui lui permette par exemple de s'abriter ou un parapluie. Pourquoi ? Parce que l'argent dont elle pourrait devoir disposer va dans la poche d'autres personnes. Et cette question du logement, c'est celle qui résume ce problème. Le fait est que ça coûte de l'argent de construire, d'entretenir un parc de logements sociaux. Il y a des questions administratives, mais
le principal problème est aussi celui-là. C'est une question d'investissement et de volonté d'investir et de possibilité d'investir. Quand la région est mal financée ou insuffisamment financée, elle ne sait pas se payer le costume qu'elle mérite de se payer. Alors on va continuer évidemment ce débat donc, sur le logement avec deux nouveaux en politique. Elle vient du monde de la restauration et a présidé la Fédération Horeca Bruxelles avant d'être maintenant 4e sur la liste défis au Parlement bruxellois. Lui a été président du Libre Examen avant d'entrer au cabinet du ministre de l'Environnement bruxellois, Alain Marron. Aujourd'hui, il est aussi 4e de liste sur la liste écolo à la Chambre. Cette fois, on les accueille. Voilà, Ludivine de Magnanville et Hamza Belagbir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue pour cette première dans les experts. Il y a beaucoup de premières aujourd'hui, donc voilà, même si Hamza, c'est pas tout à fait votre première, parce que vous êtes déjà venu dans l'émission Les Experts, mais vous étiez de l'autre côté de la table, donc voilà. Je change de côté. Ça va, ça ne vous perturbe pas trop ce changement de point de vue? Pour le moment, pas du tout. Ok, parfait. Alors, Ludivine de Magnanville, le gouvernement bruxellois avait fait de la question du logement une des priorités de la législature. On voit évidemment qu'il y a beaucoup de projets, de construction, beaucoup d'idées. Mais vous, avec votre regard neuf, comment on fait aujourd'hui pour convaincre le privé de construire des logements abordables ? Mais déjà, en simplifiant, je pense, les permis, tout ce qui est permis d'urbanisme et tout ça, aujourd'hui, c'est très effrayant pour quelqu'un qui veut se lancer, soit pour des travaux de rénovation, pour éventuellement agrandir, plutôt que de déménager, ou l'accès à vraiment à la propriété. Je pense que si on facilitait un permis, je crois qu'en moyenne, c'est 4-5 ans. 4-5 ans, ça effraie. Donc ça aussi enlève de l'investissement. Hamza Belagbir, on dit qu'aujourd'hui, il y a 60% de locataires à Bruxelles. C'est la région où il y a le plus de locataires. Il y a une difficulté d'accéder à la propriété. Et en plus, la majorité des Bruxellois n'ont accès qu'à 10% simplement du parc locatif aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous semble logique? Et comment il faut faire aussi pour que les logements soient de meilleure qualité? C'est un parc vétuste aussi. Absolument, vous l'avez dit au départ, la question de la crise du logement, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit que les Bruxellois mettent de plus en plus de parts de revenus dans le prix du loyer. 30, 40, 50, il y en a même, je connais, 60%. Il ne reste plus trop d'argent pour se nourrir, se chauffer, payer sa facture de téléphone, etc. Donc, il y a les solutions de continuer à construire le logement social, public, là où il y a moyen de le faire, et pas spécialement sans éviter le conflit espace vert, logement. Il y a déjà beaucoup d'espaces bétonnés sur lesquels il faut construire et reconvertir les bureaux qui sont plutôt vides suite au Covid, moins vides maintenant, mais quand même très vides en logement. Mais il faut surtout, pour le marché locatif privé, oser tout simplement parler d'encadrement des loyers. Pour le moment, au niveau à Bruxelles, le problème c'est qu'aujourd'hui, à Bruxelles, il y a une grille indicative des loyers qui n'est pas contraignante. Donc voilà, on peut continuer à construire, mais ça prend du temps, vous le savez très bien. Quand on construit, c'est 5, 10, 15 ans. Il y a des logements qui ont été inaugurés il y a 10 ans, lancés il y a 10 ans, des projets de construction qu'on inaugure seulement maintenant. Donc il faut des solutions à moyen terme, à court terme. Et donc là, il n'y a rien à faire. C'est le marché locatif privé qu'il faut viser. Et là, avec une grille qui soit contraignante, mais qui soit sur le prix du marché, bien évidemment, mais avec quand même qui prend en compte le niveau d'inflation et de revenus des gens. Et est-ce qu'il faut prendre aussi en considération la qualité du logement et les investissements qui sont faits? Parce qu'on pourrait dire aussi que certains propriétaires qui investissent dans la rénovation de leur logement pourraient bénéficier d'un loyer un petit peu plus élevé s'ils le mettent sur le marché locatif, par exemple. Évidemment, parce qu'en fait, il faut d'abord l'accès au logement de qualité. Et donc, ceux qui rénovent pour diminuer la facture d'énergie de leurs locataires, il faut qu'ils soient un petit peu favorisés. D'ailleurs, vous vous rappelez très bien qu'il y a une mesure du gouvernement bruxellois où tous les PEB des logements qui étaient, je pense, F et G, si je ne dis pas, ils ne voyaient pas l'indexation possible de leur loyer. Donc ça, c'est une mesure pour limiter ce marché sauvage, et c'est même le rôle de l'État de le réguler pour protéger celles et ceux
qui sont les plus démunis, quoi. Alors ça, c'était une mesure qui a été valable donc, pendant 1 an, qui a été arrêtée, notamment donc, par Défi aussi, qui n'est pas favorable à cet encadrement des loyers. Vous pensez quand même que ça peut être une solution ou pas? Comment il faudrait faire alors pour créer des logements plus abordables? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une conjoncture qui fait qu'on ne peut pas se dire qu'on va freiner une croissance. Donc, freiner une croissance immobilière et donc des investissements privés. On a besoin, en tout cas, de cette croissance économique, surtout au niveau de la région bruxelloise. Et donc, si on continue de développer un certain nombre de choses, comme par exemple les agences immobilières sociales, c'est-à-dire que c'est un privé qui fait le choix de mettre son logement à disposition de personnes qui ont besoin d'un logement social, et ils permettent une certaine garantie de loyer, ils encadrent tout ça, et donc là ce sont des logements décents, et je pense qu'il y a énormément de privés qui préfèrent faire ça parce que c'est une charge mentale en moins aussi pour le propriétaire et pour les propriétaires. Après, il y a les fonds aussi de tout ce qui est pour aider l'accès à la propriété, comme tout ce qui est fonds du logement, où là, vous avez quasiment, je crois qu'on peut emprunter jusqu'à 120% pour pouvoir vraiment devenir propriétaire. Et il faut maintenant, aujourd'hui, je pense, élargir ces conditions, parce qu'elles sont encore trop restrictives, et ça permet de se dire, plutôt que d'avoir un loyer à perte, trouver une solution pour devenir propriétaire, et c'est comme ça qu'on valorisera, je trouve, la région. Hamza, vous vouliez oui, réagir justement à ça? pour dire que j'abonde dans ce sens, où il y a le fonds du logement qui, pour le coup, aide celles et ceux, pour le dire d'une manière crue, qui n'ont pas papa et maman, qui aident pour mettre le nécessaire en capital dès le départ pour pouvoir être crédible auprès de la banque. D'ailleurs, j'étais un peu surpris de voir la proposition de la tête de liste du MR, David Lester, qui proposait dans les médias. Je suis assez effaré d'une aussi grosse méconnaissance des outils régionaux quand on se présente à la vice-présidence. Donc, c'était quand même assez rigolo, comme vous le dites, de proposer quelque chose qui existe déjà. Donc, ça n'augure pas grand-chose de bon pour la suite. Nicolas de Decker, un petit mot. Après, il faut pouvoir changer certaines conditions, parce que l'accès est compliqué. Il faut, je pense, élargir pour pouvoir se dire qu'on le fait pour plus de personnes. La connaissance technique de David Lester, je remets, comme vous peut-être en cause, mais en tout état de cause aussi, s'il propose ça, ça veut dire que les dispositifs actuels ne fonctionnent pas. D'ailleurs, sinon on ne serait pas en train d'en parler ici. Sont méconnus plutôt. Ne fonctionnent pas assez. Et ces dispositifs actuels, leur gros problème, c'est qu'ils ne parviennent pas à compenser la puissance des mécanismes de l'offre et de la demande, qui font que ce sera toujours moins cher d'aller acheter une belle maison un peu plus loin de Bruxelles, donc en dehors, que de s'acheter quelque chose à Bruxelles. Et donc, je reviens aussi à ça, une assertion vraiment basique, qu'on doit quand même toujours dire, répéter, pourquoi les prix de l'immobilier augmentent, c'est à cause du marché, et à qui ça profite? Mais c'est à ceux qui possèdent de l'immobilier. Donc aujourd'hui, ces prix qui augmentent sont considérés comme tout le monde comme un problème, en tout cas dans le discours public, mais l'autre face de ce problème, c'est que ça réjouit, ça profite littéralement à des gens identifiables, qui sont ceux qui ont une ou, et surtout, plusieurs propriétés. Surtout plusieurs, parce que notamment, il y a la personne qui a un bien en plus, qui notamment l'utilise pour la pension, c'est l'exemple qu'on connaît le plus souvent autour de nous. Et ceux-là, ceux-là ne sont pas visés, bien évidemment. C'est les grands propriétaires qui, limite, ont une machination administrative derrière et qui sont très, très loin. Il y a très peu de grands propriétaires en région bruxelloise. Mais ils possèdent énormément de... Oui, c'est ça, exactement. On sait effectivement les identifier, parce qu'il y en a très très peu. Donc ça... Donc c'est encore plus facile de légiférer dessus. Il y a une manque de logement, mais il y a aussi la question de l'accès au logement. Donc il y a plein de personnes qui ont beau se présenter comme candidats locataires et qui se voient refuser pour telle et telle raison. Donc il faut aussi lutter contre la discrimination à l'accès au logement. Alors peut-être justement qu'il y aura moins de discrimination, en tout cas financière au logement, avec cette proposition donc, qui a été faite par le président du PS, Paul Magnette. C'était jeudi. Il lançait la première grande proposition économique de cette campagne, un salaire minimum fixé à 2 800 € bruts par mois. D'où sort ce chiffre, en tout cas, comment on peut y arriver? On l'écoute, il était l'invité de Bonjour Bruxelles.
Le salaire médian, c'est 3 500 € brut aujourd'hui. Ça fait à peu près, selon la situation fiscale des uns et des autres, 2 800, 2 900 € net par mois. Et les règles européennes nous disent que le salaire minimum devrait toujours être au moins 60% du salaire médian. Et donc, il faudrait atteindre effectivement 2 800 € brut, sachant que net, ça fait 2 000 € pour quelqu'un qui vit seul, 2 300 € pour quelqu'un qui est chef de ménage. C'est pas encore un montant colossal. Vous savez, essayez de vivre seul avec 2 000 € quand vous vivez à Bruxelles, que vous avez payé votre loyer, vos factures d'énergie, que vous avez payé votre voiture, vos taxes, vos assurances, etc., il ne vous reste pas grand-chose pour vivre tous les jours. Ouais. Et donc oui, les gens qui travaillent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, doivent être récompensés pour leur travail. Alors, Nicolas De Decker, est-ce que cette proposition finalement de Paul Magnette et du PS, donc de monter le salaire minimum à 2 800 € brut, c'est une façon de contrer très clairement le PTB ? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Enfin, évidemment, il y a cette partie-là, mais l'idée, c'est de proposer quelque chose dont on parle. Et en ce sens, c'est réussi. Sur le fond, d'abord sur la forme politique, je ne crois pas que ce soit réaliste. Sur le fond, je suis toujours étonné de voir les réactions à ce genre de proposition d'une partie du spectre politique, en particulier à droite, qui, pourtant, n'a de cesse de dire qu'il faut récompenser le travail, et selon moi, à bon droit, et puis qui va hurler à l'hérésie quand quelqu'un, qui se prétend lui aussi issu du monde du travail, défenseur du monde du travail, propose de le revaloriser. On ne peut plus littéralement. Ici, l'idée, c'est de dire les travailleurs pauvres ne peuvent plus être pauvres. Si on s'oppose à cette proposition-là, ça veut dire qu'on considère que les pauvres, en fait, sont trop riches. C'est complètement absurde, c'est insensé. Mais j'entends beaucoup de gens qui s'en offusquent, à mon avis, pour de mauvaises raisons. Il y a une autre raison, par contre, qui me semble juste, pour laquelle on doit s'offusquer de cette proposition du Parti socialiste et de son président, c'est que je trouve qu'il est important aussi de prêcher, pas seulement dans les médias, pas seulement en théorie, mais aussi en pratique, par l'exemple. Je suis allé voir les barèmes à la ville de Charleroi. Le plus faible barème, le niveau D, quand on entre à la ville de Charleroi à temps plein, niveau D, c'est quand on n'a pas de diplôme, sont vraiment les ouvriers. Communaux, etc. Mon cousin Johan, que je salue, c'est aussi mon petit parrain, il mérite un double salut. Le salaire de base, le plus bas, c'est 2 378,69 €. On est un petit peu au-dessus du salaire minimum pour l'instant. On est près de 500 € trop bas par rapport à la proposition de Paul Magnette. Alors moi, j'espère que dès mardi, au prochain collège communal à la ville de Charleroi, Paul Magnette va proposer à ses alliés de la coalition de mettre en œuvre cette proposition forte qui est la sienne. Donc il vous devra à ce moment-là un restaurant. Zemzem, est-ce que c'est réaliste cette proposition ? On a vu c'était dans la dernière heure que Bruno Coleman et De Calataille disaient que c'était pas une hérésie et que c'était possible. Donc est-ce que vraiment c'est réaliste, c'est faisable selon vous ? Ce sera faisable peut-être pour les grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent, mais quand on pense à tous ces petits commerçants locaux qui peinent déjà en fait à engager, malgré qu'ils sont prêts à prendre quelqu'un qui n'a pas de diplôme, tellement ils sont en recherche de main-d'œuvre. Je ne suis pas tout à fait sûre que ces commerçants-là qui font quand même vivre Bruxelles pourront se permettre d'augmenter à ce point-là le salaire. Alors justement, on va se tourner vers vous, Ludivine de Magnanville, puisque vous venez du monde de l'ORECA, vous connaissez bien les petites entreprises. Je suis toujours dedans. Vous y êtes toujours, vous avez toujours votre restaurant, effectivement. 2 800 € bruts par mois, c'est réaliste ? Qui va payer ? En fait, c'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, mais en fait, c'est très joli de donner un chiffre comme ça et de jouer au Père Noël avant les élections. Pourquoi pas ? Moi, j'aimerais que tout le monde soit payé 10 000 €. Ce serait génial. Mais en fait, on n'arrive pas à quelque chose de concret. Et donc, c'est ce qui me manque le plus dans ce genre de proposition, c'est qui va payer, parce que là, il a dit très clairement que ça allait être les entreprises. Donc, ça veut dire qu'on n'a toujours pas compris qu'on a besoin des entreprises pour pouvoir soutenir le pays. Et donc, économiquement parlant, pour moi, c'est un effet domino qui est pervers et qui n'est absolument pas entendu et compris. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une réforme fiscale, et c'est ce que Défi, en tout cas, propose, à un moment de lisser certains barèmes. Et donc, Défi dit, en fait, on doit se dire que la différence entre le travail et effectivement la personne qui travaille et la personne qui ne travaille pas doit être de 350 € plus ou moins net en plus par mois. Moi, je préfère qu'on me dise, je vais avoir 350 € net
issu de mon travail et qu'on augmente ça plutôt que de me promettre 2800 € que je ne verrai probablement jamais ou alors dans un pays totalement en faillite de manière dramatique. Donc, en tout cas, je trouve que les propositions sont intéressantes, mais quand elles arrivent... Vous avez l'impression que c'est un peu tombé du ciel et un cadeau qui est infaisable. C'est un cadeau qui est infaisable. Mais cette réforme fiscale, Hamza Belakbir, elle a échoué. On voulait avoir cette augmentation justement du salaire net en poche en mettant le revenu imposable plus haut. Ça a échoué. Mais ça a échoué, encore une fois, on le sait très bien, en fédéral, à cause de la droite qui ne voulait pas, encore une fois, organiser ce taxe de shift, en fait, qui amène à ce qu'on baisse la fiscalité sur celles et ceux qui travaillent et la mettre sur celles et ceux qui ont le capital, le grand capital. C'est aussi simple que cela. Parce que ce que la droite propose, c'est on défiscalise le travail et puis on vide les caisses de l'État pour que celles et ceux qui sont les plus démunis, encore une fois, n'ont plus cette solidarité étatique qui est organisée. Nous, notre proposition, c'est d'avoir encore 300 € net qui arrivent dans la poche des travailleurs pour les bas et moyens salaires. Et comment y arriver? Parce que la technicité est importante, vous avez raison de le rappeler, parce qu'il y a l'effet d'annonce de Paul Magnette, comme ça, 2800 €. Mais donc c'est irréaliste pour vous aussi, les 2800 €? Je ne pense pas que ce soit irréaliste. Je pense qu'une fois on ose aller chercher l'argent là où il est, on arrive à réorganiser une solidarité qui soit juste et que celles et ceux qui se lèvent à 5-6 heures du matin, pour aller travailler jusqu'à parfois 19-20 heures, ils soient mieux rémunérés que celles et ceux qui ont des capitaux et qui jouent sur leur téléphone pour trader dans la bourse de New York ou que sais-je. C'est aussi simple que ça. Ludivine, c'est envisageable pour des filles de taxer les grosses fortunes? Je pense qu'en fait, il y a plusieurs choses à mettre dans la balance. Il y a le fait qu'à un moment, il va falloir relever le taux de l'emploi. Qu'il faut avoir une certaine responsabilité par rapport à la conjoncture actuelle. Donc, s'il faut une taxation plus juste, évidemment, et surtout lisser et enlever, des filles en tout cas, cherchent vraiment à enlever tout ce qui est niche fiscale pour pouvoir simplifier tout ça et que le précompte, effectivement, soit baissé au plus juste et qu'il y ait une réelle différence entre quelqu'un qui est au chômage et quelqu'un qui travaille ou qui génère de la richesse comme un entrepreneur ou un indépendant. Vous parlez du chômage à Bruxelles. On voit aujourd'hui une augmentation du chômage. On est à 15% à peu près. C'est une hausse de 4% par rapport à l'an dernier. Or, on sait que dans certains secteurs, notamment dans l'ORECA, on a du mal à recruter. Il manque de personnel. Il faut que Bruxelles, aujourd'hui, mette l'accent sur la formation. Bruxelles, ou c'est parce qu'il n'y a pas assez de différence de salaire entre, justement, le chômage et ce que vous pouvez proposer, vous, dans l'ORECA, avec des emplois parfois qui ne sont pas des temps pleins, ou avec des horaires coupés? L'axe de la formation, en tout cas, est vraiment quelque chose que le gouvernement a porté pendant 5 ans et surtout après le Covid. On a mis les moyens dans la formation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui souhaitent être formées. Donc, après, il faut essayer de trouver des solutions et effectivement créer cette différence entre quelqu'un qui touche le chômage ou quelqu'un qui ne le touche pas et qui veut travailler. Il faut pouvoir trouver des solutions par rapport à ça. Après, il faut arriver avec des propositions très concrètes et je trouve que moi, si je me suis engagée aujourd'hui auprès de la région de Bruxelles, c'est parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire pour valoriser à la fois le travailleur et l'entreprise. Et on peut rentrer dans plein de petits détails très concrets. Mais une proposition concrète, ça serait quoi? J'en ai plein. Il y a, La première, moi, par exemple, pour le vivre actuellement, il y a clairement une vraie problématique entre une travailleuse femme et un travailleur homme. Et il y a une différence de salaire. Quand on s'intéresse à cette différence de salaire, on comprend que les femmes, elles partent en congé maternité et donc les salaires n'augmentent pas pour les femmes, ou en tout cas, elles n'osent même pas demander une augmentation. Aujourd'hui, une entreprise pourrait dire, voilà, j'ai une de mes travailleuses qui est enceinte, elle va partir 3 mois en congé maternité. Chez Actiris, on pourrait débloquer une solution, quelqu'un qui est demandeur ou demandeuse d'emploi, dire, voilà, cette personne-là va être en remplacement pendant le congé maternité de notre... C'est de l'intérim. Exactement. Et en fait, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte une formation intra-entreprise pour 3-4 mois. Donc, ça veut dire que c'est une ligne sur un CV, c'est une expérience professionnelle
Et de l'autre côté, l'entreprise ne se dirait pas « Ouh là là, c'est dramatique, j'ai ma collaboratrice qui part, comment je vais faire? Je vais devoir trouver quelqu'un d'autre et ça va me coûter de l'argent. » Là, ça veut dire qu'on valorise finalement le fait qu'une femme veuille, ou en tout cas ait une famille, mais ne pallie pas au niveau de sa carrière professionnelle, et on soutient une entreprise qui se dira « Eh ben moi, j'ai pas de problème puisque j'ai ma travailleuse qui part, mais j'ai la région qui, aujourd'hui, me soutient par rapport à ça. » Donc on continue. Donc ça, c'est du concret. Ouais. Hamza, vous vouliez ajouter... Oui, juste pour aller dans le sens de Ludivine, notamment sur la question de la formation. Et il faut qu'entre partis progressistes, on s'organise pour lutter contre celles et ceux qui veulent organiser la sanction des chômeurs et qui veulent les faire balancer du chômage vers donc les la CPS, proposition de limiter à 2 ans, par exemple. Exactement. Il n'y a aucune étude qui a prouvé une corrélation entre le fait de limiter les allocations de chômage dans le temps et la mise au travail. Donc, à un moment donné, il faut faire quoi ? Faire confiance à la science, ce qu'elle dit là-dessus, au lieu de sortir de ce que l'idéologie... Donc objectiver, objectiver un peu. C'est pour ça que la proposition de dire on met une personne, un demandeur ou une demandeuse d'emploi, en tout cas dans une entreprise pendant un congé maternité, ça relance aussi une certaine envie d'aller travailler. Nicolas Dedecker ? Juste pour dire quelque chose qui va plaire à nos gouvernants, en tout cas à nos gouvernants régionaux. Quand on parle de l'emploi en région bruxelloise, on a toujours tendance, et d'ailleurs pour partie à raison, à critiquer le fait que l'administration de l'emploi, les politiques de l'emploi ne mettent pas assez de personnes à l'emploi. Le taux de chômage pour certaines catégories de demandeurs d'emploi augmente également, et donc c'est un problème politique, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus que si on considère que les autorités régionales ont un pouvoir sur la création d'emplois, alors il faut dire que c'est à Bruxelles qu'on crée le plus d'emplois de Belgique. Le nombre de postes de travail par kilomètre carré n'est nulle part aussi élevé en Belgique qu'à Bruxelles. Ça veut dire que les meilleurs créateurs d'emplois, Vanessa, ce sont en Belgique les membres du gouvernement bruxellois. Ils pourraient s'en vanter, ils ne le font pas, parce que ce sont des gens pudiques et que ils admettent aussi qu'ils ne sont pas responsables uniquement de ça. Mais il faut voir les deux côtés. Et le taux d'emploi, c'est un mauvais indicateur en fait, parce que les chômeurs, ils sont enregistrés là où ils vivent, mais les personnes qui travaillent, elles sont encodées sur le lieu où elles habitent. C'est-à-dire que si vous habitez à Fleurus, ou à Lode-Linsart, ou à Dampremy, que vous avez travaillé à Bruxelles, votre emploi, il est réputé être créé à Dampremy. C'est absurde. Les emplois sont en Belgique, surtout créés dans les grandes villes, et en particulier à Bruxelles. Et puis le gouvernement bruxellois donne aussi du travail pour les consultants, hein, vous pourrez ajouter ça. Et ils en donnent encore plus en Flandre. On va passer à nos têtes d'affiche à présent. On va commencer par vous, Ludivine de Magnanville. Je vais vous proposer 4 personnalités qui ont fait la semaine. Vous allez devoir en choisir une et expliquer évidemment pourquoi. Alors la première que je vais vous proposer, vous la connaissez bien. Il s'agit de Mathieu Léonard, le nouveau président de la Fédération Horeca Bruxelles qui vous remplace donc. Olivier Willox, l'ancien patron de Bessie qui rejoint les rangs du MR. Le roi Charles III qui annonce publiquement être atteint d'un cancer. Et Taylor Swift donc qui a obtenu son 4e Grammy pour meilleur album de l'année aux États-Unis et qui pourrait peser lourd dans la campagne présidentielle américaine. Alors, qui vous choisissez ? Mathieu, Olivier, Charles ou Taylor ? C'est facile, Mathieu, forcément. Vous ne me surprenez pas. J'y vais avec le cœur. Question piège. Je me suis dit pour une première, il faut... Voilà, c'est ça. Non, Mathieu est une personne que j'apprécie énormément, avec qui j'ai adoré travailler pendant 2 ans et demi. Je suis très très fière qu'il soit à la tête de la fédération. Il va faire un travail formidable. Il est 1000 fois plus diplomate que moi, donc il ira certainement plus loin. Et donc... Et je lui avais dit en partant, fais gaffe, j'ai toujours 2 établissements Horeca, donc t'as intérêt à bien faire. Et c'est vraiment une personne que j'aime beaucoup et il a été d'un grand soutien et je le respecte énormément, professionnellement et personnellement. Et humainement aussi. Ouais. Hamza Belakbir, à vous maintenant. Alors, je vais vous proposer aussi 4 têtes d'affiche. Youssef Ndichi, ancien syndicaliste à la STIB, qui quitte le PTB et qui pourrait rejoindre le MR. Thierry Baudson, président de la FGTB, qui plaide pour une union des gauches avec Écolo, le PS et le PTB. Barack Obama, qui sera présent donc à Anvers pour une conférence lors du congrès Supernova avec des places à 650 € qui se vendent comme des petits pains. Et Charline Van Snick, donc la judokate, qui met un terme à sa carrière à 33 ans
juste avant les JO de Paris, pour cause de stress. Qui vous choisissez entre Youssef, Thierry, Barak ou Charline? Je vais choisir Thierry Baudson. Oui, je trouve ça très bien. C'est faisable cette union? Avant de dire si c'est faisable, je trouve ça bien déjà que la société civile, dans leurs injonctions, en tout cas des demandes comme ça au monde politique, pour avoir des coalitions les plus progressistes possibles. Les collègues ne s'en est jamais cachés. Nous sommes pour les coalitions les plus progressistes possibles. Maintenant, voilà, est-ce que le PTB, qui n'a jamais vocation à gouverner, il le dit encore, il le rappelle, qui promeut une campagne de rupture avec quoi on ne sait pas, et qui ne semble même pas propositionnelle. Donc voilà, je trouve ça... Enfin, je profite de choisir Thierry Baudson de la FGTB pour saluer son appel, mais aussi me désoler, pour le coup, qu'un parti de gauche comme le PTB se cache derrière une position statique comme ça, creuse, et qui ne s'engage pas pour changer réellement et améliorer réellement le quotidien des travailleurs et des travailleuses. Donc le vœu de Thierry Baudson a peu de chance d'être exaucé? Malheureusement. Alors, si on vous a invité aussi tous les deux aujourd'hui, c'est parce que c'est pour tous les deux votre première élection. Vous avez décidé de passer de l'autre côté de la barrière. Comment vous avez vécu chacun cette annonce et puis ces premières semaines donc, dans la peau d'un candidat à la Chambre et au Parlement bruxellois? Moi, vous savez, depuis, je me suis politisé déjà à l'université, comme vous l'avez rappelé, au Cercle du Libre Examen, et donc on avait comme rôle de mobiliser les étudiants, les étudiantes sur les thématiques politiques, sociales, intellectuelles, une animation en fait intellectuelle de l'université, et donc c'était le chemin classique, mais en tout cas... La suite logique. Logique, mais avec un passage d'abord par, je dis pas le journalisme politique, mais le commentaire politique, que ce soit ici comme expert à BX1, mais aussi à la rédaction en chef adjointe de la revue politique, où là c'était un peu un temps plus long, plus profond, plus d'analyse de fond. Et donc, voilà, on s'est dit... je me suis dit, pardon, on s'est dit... nous sommes nombreux dans ma tête. Oui, voilà. J'espère que tout le monde... Exactement. Avec votre femme aussi. Et donc, je me suis dit, en effet, que ce serait bien de franchir le pas. Et moi, je trouve ça plutôt sain que des personnes qui sont des différents bords de la société civile, du journalisme, de l'action des entrepreneurs, des entrepreneuses, en fait, qu'il y ait du mouvement, en fait, des différents balcons de la vie publique, que les gens puissent bouger pour comprendre les vécus et la réalité de chacun et chacune. Donc, j'encourage à ce que le mercato tourne encore plus en politique. Voilà. Ludivine de Magnanville aussi, comment vous avez vécu ces premières semaines et en plus de toute jeune maman? Oui, j'ai un bébé qui est effectivement un troisième enfant qui a 3 semaines. Donc, je vis les choses au rythme de biberon et de nuit, plus ou moins chaotique. Donc, moi, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de pouvoir y aller. Je suis une travailleuse, je suis une besogneuse. J'ai besoin de mettre énormément d'énergie dans ce que je fais. Et c'est vrai que pour le moment, je fais ça de manière un peu plus douce. Parce que je dois aussi suivre mon rythme de maman. Mais j'ai vraiment... j'ai pris une poussette tout terrain pour pouvoir me dire qu'il va falloir y aller. Et surtout, ce que j'ai toujours aimé, c'est comprendre. C'est comprendre ce dont les gens ont besoin et comment pouvoir améliorer ça. C'est quelque chose que j'ai fait depuis 2 ans et demi, alors avec un secteur assez spécifique. Mais maintenant, j'ai envie de l'ouvrir et j'ai envie d'y aller, quoi. Allez, on va continuer alors avec l'actualité de la semaine. On va partir, eux aussi sont tout terrain, on pourrait dire ça. Ils n'ont peut-être pas grand-chose à faire en ville au final. Il s'agit des SUV. Alors, est-ce que leurs jours en ville sont comptés? À Paris, il y a eu une votation qui a eu lieu donc, il y a quelques jours. 54% des votants, ce qui a représenté moins de 5% de la population parisienne, il faut le préciser, ont décidé donc qu'il fallait créer un tarif de stationnement spécifique pour ces SUV. Ces véhicules plus lourds et plus larges représentent aujourd'hui près de 40% des ventes de voitures. Alors, qu'en est-il à Bruxelles? C'est ce que nous expliquent Michel Gaillard, Thibaut Romens et Timothée Sempels.
Une voiture se gare en bord de route, image habituelle en ville. S'il habite XL, le propriétaire de ce véhicule doit débourser 120 € supplémentaires pour obtenir sa carte de riverain. Une mesure prise en 2022 au nom du partage de l'espace public. Les places de stationnement, elles font 6 mètres de long. Si vous avez un véhicule qui fait plus de 5 mètres de long, il ne vous reste plus grand-chose de part et d'autre pour pouvoir faire une manœuvre. Donc en fait, de fait, ils utilisent plus qu'une place. Et puis, les véhicules anormalement longs sont souvent aussi des véhicules anormalement larges. Et les places de stationnement sont calibrées à 1,80 m, 2 mètres de large. Mais si vous avez un véhicule qui fait déjà 2 mètres de large, et s'il n'est pas garé pile poil au centimètre près contre la bordure du trottoir, en fait, de facto, le rétro va dépasser de la place. À XL, cela concerne 159 véhicules actuellement. Outre cette commune, 3 autres appliquent un supplément pour les cartes de riverains à destination de voitures qui font plus de 4,90 m ou 5 mètres. Il s'agit de Scarbeek, Jet et Kuckelberg. C'est aussi, de manière indirecte, un message aux constructeurs, parce que l'espace public, il est contraint. On ne va pas reculer les façades des maisons. Il y a de plus en plus d'usages de cet espace public, de plus en plus de piétons, de cyclistes. Et donc, voilà, à un moment donné, il va falloir réfléchir à la largeur optimale des véhicules et à leur longueur optimale. Ici, je pense qu'on a vraiment atteint le maximum. Du côté des défenseurs de l'automobile, on voit la tendance et on la lie au succès commercial des SUV, tout en défendant le droit à chacun de choisir son mode de transport. Les voitures deviennent de plus en plus grandes, entre guillemets, puisqu'en fait, le SUV est à la mode. Donc depuis quelques années, on voit de plus en plus de telles voitures sur les routes. Mais enfin, c'est le choix du consommateur qui détermine qu'on vend de plus en plus de telles voitures. On ne peut pas démentir ce droit à tout le monde et imposer et viser quelques créneaux dans la société pour en fait, déguiser qu'on est contre la voiture. À l'échelle régionale, d'autres pistes d'action sont envisagées pour réduire la place de certains véhicules plus imposants. Fiscalité au poids ou au volume, hausse des frais de stationnement, voire interdiction de circuler dans certaines rues fréquentées, mais sans projet concret à ce stade. Alors Zenzen, est-ce que c'est logique de devoir payer plus quand on a une voiture plus grande, plus lourde et qui prend plus d'espace sur la voie publique ? La question se pose quand on voit qu'il y a de plus en plus d'SUV effectivement à Bruxelles. Et Bruxelles est quand même connue pour être très étroite, très étriquée, même s'il y a un grand mouvement pour repenser le partage de l'espace public. Donc, si on continue dans la direction que le gouvernement bruxellois a prise, eh bien, effectivement, il va falloir agir par rapport à ces SUV, puisqu'on essaye de, justement, diminuer la place de la voiture pour en redonner davantage aux piétons, aux cyclistes, aux trottinettes, etc. Donc, si le gouvernement reste cohérent avec sa position, il va devoir agir et c'est un peu, dans la mesure où on arrive à la fin de la législature, ce n'est pas très surprenant qu'il rejette un peu la patate chaude à la législature suivante. Nicolas De Decker, on ne paye pas assez déjà pour les voitures, il y a plein de taxes différentes. Il y a plusieurs personnes qui sont dans la tête. Voilà, la population. Présenté comme ça, Vanessa, ça me semble implacable. Si vous désirez obtenir l'usage d'un peu d'espace public pour un événement, pour éventuellement une terrasse, qui sait, vous payez en fonction de la surface que vous privatisez. Ici, c'est assez logique qu'on paye plus cher pour obtenir davantage de services, si on peut le dire. Il y a à côté de ça, évidemment, une dimension politique et presque esthétique, qui fait que je trouve que les voitures sont trop grosses et que c'est pas bien. En ce sens, là, le défenseur, le deuxième interlocuteur du reportage, a certes raison. Mais ça n'empêche pas que, en effet, la liberté n'est pas absolue en toute matière et qu'on peut considérer, en tant qu'autorité publique, qu'on ne peut pas donner le service de la même manière à quelqu'un qui n'utilise qu'une petite partie ou un petit morceau et ceux qui utilisent un gros morceau. Ça ne me semble vraiment pas illogique. Hamza Belakbir, c'est une manière de décourager l'achat de ces SUV ? Oui, mais en fait, d'abord, les SUV, il faut savoir de quoi on parle. SUV, c'est pour Sport Utility Véhicule. Je ne vois pas où est le sport, d'ailleurs. Les trous, les trous dans la chaussée à Bruxelles, ça peut être du sport. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, les SUV, c'est des voitures plus larges, plus lourdes, et donc qui polluent plus, parce qu'en fait, elles demandent une énergie supplémentaire. J'ai eu le passage de Jean-Marc Jancovici dans la matinale d'RTL qui rappelait une formule
de physique, c'est qu'en fait, l'énergie cinétique, en fait, c'est le produit de la masse versus la vitesse. Et donc, en fait, plus un véhicule est lourd, plus il va consommer de l'énergie. Et donc, encore plus un véhicule est lourd, plus les accidents sont dangereux et sont mortels. Et donc, c'est même une question de santé publique, limite, que de lutter contre ces voitures très lourdes et les remplacer par des voitures plus légères, plus petites, et pour dégager, encore une fois, comme le rappelait Yves Rouillet dans votre reportage, laisser plus de place à celles et ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture, à se garer facilement, parce que voilà. Ludivine de Magnanville, chez Défi, ça paraît aussi logique que ça, ou alors il ne faudrait pas revoir, et on a parlé d'une taxation aussi plus intelligente, notamment une taxation au kilomètre, ça ne pourrait pas faire partie de la réflexion, les Moi, SUV? je vais juste revenir sur vos propos. En fait, j'ai un vrai problème, c'est-à-dire que moi, je suis multi-utilisatrice personnellement, et aujourd'hui, le SUV, c'est la nouvelle voiture familiale. Donc c'est là où on va se retrouver avec plusieurs enfants et donc des bagages et donc une nécessité plus que, on va dire, de l'esthétisme. Après, dire qu'il faut penser des voitures plus légères, j'ai encore un autre souci, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moteur électrique est beaucoup plus lourd qu'un moteur à essence. Donc ça veut dire que si on valorise des voitures avec des batteries, à ce moment-là, il faut prendre en compte que si c'est une taxe sur le poids, là, ça n'a pas de sens. En tout cas, donc là, on ne parlerait uniquement que de réorganisation urbaine, si je puis dire, mais pas d'écologie. Donc, il y a un côté un peu... Enfin, je trouve qu'il faut faire attention à tout ce qui est culpabilisation et stigmatisation par rapport à ça, parce qu'un SUV est la plupart du temps aussi une voiture familiale, et à Bruxelles, on a besoin de famille. Donc, voilà, il y a une demi-mesure, je pense, à mettre par rapport à ça, et revoir l'espace public et donc tout ce qui est urbanisme. Si les voitures prennent trop de place, on peut effectivement, on ne peut pas agrandir les rues, mais on peut enlever une borne de stationnement, et c'est ce qui se passe maintenant la plupart du temps dans les communes. Donc, et donc ça veut dire qu'il faudrait dire aux constructeurs automobiles, arrêtez de construire des SUV, faites des voitures électriques aussi plus petites, plus maniables en ville. Est-ce que il n'y a pas, alors à ce moment-là, un paradoxe avec une autre actualité qui était l'annonce en début de semaine aussi d'Audi qui a dit, voilà, le Q8, qui est un SUV, le Q8 électrique qui est produit actuellement à Audi Forel, ne sera plus en exclusivité, ne sera plus produit là, mais au Mexique. Et on a vu Alexander De Croo qui a lancé donc une task force entre le gouvernement régional et la commune de Forêt, parce que, évidemment, il y a beaucoup de risques aujourd'hui qu'en 2027, l'usine ferme. Il y a ce paradoxe entre protection de l'emploi et ces voitures. Mais je pense d'abord qu'il faut voir qui utilise ces voitures. Se payer un SUV, c'est une certaine classe sociale qui peut se le permettre. Sachant qu'à Bruxelles, il y a plus de la moitié des ménages qui n'ont pas de véhicule. Et dans ceux qui ont des véhicules, il faut savoir quelle est la proportion de ceux qui ont des véhicules. C'est les familles les plus aisées. Donc, quand on voit, la répartition, si ce n'est que démocratique, de l'espace public par rapport aux personnes qui ont des SUV, d'abord par rapport à celles qui ont des petites voitures, qui ne savent pas se payer des SUV, et celles et ceux qui n'en ont pas, moi, je ne trouve pas ça indécent que de leur demander de s'adapter pour que l'espace public devienne tout simplement plus démocratique. Et par rapport à Audi, alors, est-ce qu'il y a un paradoxe? On fait quoi avec Audi? Je pense... Audi, c'est une entreprise, elle veut délocaliser. C'est un mouvement très classique dans l'Europe qui se désindustrialise depuis longtemps. Donc là, je pense qu'il faut mener des négociations avec comme le Premier ministre l'a proposé, et voir quelles sont leurs demandes, et inclure les syndicats, le gouvernement régional bruxellois, la commune de Forêt, comme vous l'avez rappelé, et trouver une solution. Le compromis à la belge se trouve souvent, moi j'y ai particulièrement confiance, quoi. On verra si les Allemands sont aussi pour le compromis à la belge. Allez, on va passer à notre rubrique « Ça m'énerve, ça me ravit » avec 5 phrases que je vais vous proposer à tous les deux. Cette fois, ce sont les mêmes phrases. Alors, il y a une solution donc innovante pour sauver le Palais du Midi dans le cadre de la construction du métro 3. La Commission européenne qui fait marche arrière sur les pesticides. La pénurie de crevettes en mer du Nord. Salah Abdeslam qui a été renvoyé en France. Et Total Énergie qui n'est plus sponsor des 20 km de Bruxelles. Ludivine, qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous ravit? Vous en choisissez une.
Qui vous énerve ou qui vous ravit? Alors, qui me ravit, une solution innovante pour sauver le Palais du Midi. Donc la proposition de Denis d'avoir une machine spécifique qui a été développée et qui permettrait de ne pas détruire le Palais du Midi. Oui, pourquoi pas. Je trouve que moi, pendant 2 ans et demi, j'ai reproché à la région de Bruxelles de ne pas être assez créative. Et je trouve que de temps en temps, il faut pouvoir sortir des rails un peu trop faciles. Et donc, pourquoi pas. Et je dois dire aussi, ça m'énerve. Non, j'ai juste ça me ravit. Voilà. Ça me ravit. Alors, ça me ravit. Et donc, on continue la construction du métro 3. Par contre, c'est important pour vous, pour Bruxelles. Je trouve qu'à un moment, on ne peut pas faire marche arrière. Enfin, on y est allé et il faut pouvoir continuer de manière peut-être un peu plus efficace, mais il faut pouvoir continuer d'y aller. Hamza, qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce qui vous ravit parmi ces 5 propositions? Écoutez, moi je pense Vous n'avez pas le droit de choisir la même. Hein. Oui, je me doute. Moi, je vais partir sur Total Energy, qui n'est plus sponsor des 20 km, parce que, en fait, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Je tiens à saluer pour le coup la mobilisation d'Adélaïde Charlier et toute la mobilisation autour et du 1er juin, Benoît Lins, juin des sports à la ville de Bruxelles, qui ont permis de sortir Total Energy et de rendre cette activité sportive familiale à laquelle on connaît tous l'une ou l'autre personne qui y a participé, fossil free. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et des bonnes victoires comme ça réjouit, ça mobilise et ça donne de l'espoir. Est-ce qu'il y en a autour de cette table qui vont faire les 20 km de Bruxelles? Non. Je proteste contre le boycott de Total. Allez, on va passer à notre dernière actualité de la semaine, beaucoup plus sérieuse évidemment. Jeudi, le vigile du bar du cimetière d'Ixelles, El Café, a été condamné en appel à 50 mois de prison ferme. Alors, il a été donc reconnu coupable de viol sur une cliente de l'établissement ixellois qui n'existe plus aujourd'hui. Les faits remontent à 2019. Il avait été condamné en première instance, puis avait fait appel. Et la cour d'appel a donc confirmé le jugement. Il devra se rendre en prison. Cette affaire, elle a été révélée au moment de Balance ton bar. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? On a fait le point avec Marine Guillet. On a senti que ce moment-là était vraiment un moment accélérateur, un coup de pression politique concernant des dossiers, des mesures qui devaient être prises en charge par les autorités pour renforcer l'accueil des victimes de violences sexuelles. Je vais prendre l'exemple des CPVS. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui le bilan qui est fait, à savoir que sur le territoire de la Belgique, on compte désormais 10 CPVS, mais là où Balance ton bar a sans doute eu un effet, c'est que récemment, le gouvernement fédéral a décidé de renforcer l'enveloppe destinée aux CPVS, un budget qui va sans doute permettre d'augmenter le nombre de CPVS et à terme permettre d'avoir un CPVS par arrondissement judiciaire. Il suffit de regarder les chiffres des CPVS. Lorsque les victimes s'y rendent, 6 victimes sur 10 décident de porter plainte, contre 1 victime sur 10 lorsqu'elle se rend dans un commissariat. Alors, Zenzen, aujourd'hui, donc on a 5 CPVS en région bruxelloise, donc les centres de prévention pour les violences sexuelles. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Oui, clairement. Alors, la condamnation est un signal positif, un signal fort pour toutes ces victimes, en fait, qui bien souvent n'osent pas porter plainte parce qu'elles craignent les jugements, parce qu'elles se disent que ça va prendre du temps, qu'on ne va pas les croire et que ça va juste être tombé parmi la pile des dossiers que la justice a à traiter. Mais il reste encore énormément de choses à faire et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Il faut quand même rappeler que ça date de mars 2019. On est en 2024. Voilà, c'est décourageant pour ces victimes qui doivent revivre sans savoir si la personne va réellement être condamnée. Donc, il y a des efforts. Je sais que le nombre de cellules EVA à la police augmente aussi. Donc, effectivement, le gouvernement met en place des choses pour lutter contre ce chiffre noir et encourager en fait les victimes à porter plainte. De toute façon, avec le mouvement Balance ton bar, la politique n'a pas pu continuer à fermer les yeux, elle a été obligée d'agir. Mais à mon avis, pour toutes ces victimes qui n'osent toujours pas porter plainte, il va falloir accélérer le mouvement. Nicolas de Decker, on est justement sur la bonne voie. Donc, Balance ton bar, c'était en 2021. Il y a quand même un petit peu plus de plaintes. Mais est-ce que le temps de la justice, il est encore trop long pour les victimes ?
pris cette nouvelle avec un sentiment paradoxal, Vanessa, parce que je suis tout à fait d'accord avec Zenzen, c'est un signal qui est heureux, hein, malgré ce problème de la longueur de prise de décision, mais je pense qu'on ne peut pas décemment considérer que c'est une victoire. La victoire, ce ne sera pas quand tous les agresseurs seront en prison, la victoire, ce sera quand il n'y aura plus d'agression. Et donc, c'est un travail qui va durer, un combat qui va durer des années et des années. Et un petit paradoxe à cet égard aussi, un autre, c'est que j'ai vu beaucoup de gens se réjouir que cet agresseur soit condamné à de la prison ferme, mais beaucoup des gens qui se réjouissent de ça sont des gens qui trouvent qu'il ne faut pas mettre les gens en prison, que ça ne sert à rien la prison, que la répression c'est inutile et contre-productif. Et là, c'est aussi un paradoxe qui mérite d'être un peu débattu, avec par exemple des gens de gauche, comme ça. Alors on va vous faire réagir justement, Hamza Belagir, par rapport à ça. Effectivement, hein, c'est un bon signal. Il y a eu un changement hein, dans le code pénal par rapport aux violences sexuelles. Alors, il faut le mettre en prison, il ne faut pas le mettre en prison, vous en pensez quoi? Nicolas me fait une très belle... Est-ce que la prison est la solution? Bien évidemment. Il a bien appris des méthodes politiques. Hein. Il ne répondra pas à la question, je vous avertis déjà. Non, c'est une question de colloque qui demande vraiment, vraiment beaucoup d'heures de discussion et d'analyse dessus. Maintenant, c'est clair que on n'a pas à commenter une décision de justice, c'est un bon signal, comme disait Zenzeni. Maintenant, il est clair que ça doit s'accompagner avec de la sensibilisation, en fait, parce qu'il faut de la prison ferme pour mettre hors état de nuire la personne qui a commis, pour le coup, le viol, mais en fait, il faut, au parallèle, continuer à sensibiliser les hommes, particulièrement, aux problèmes de consentement et dans les bars et dans l'ORECA, former en fait, le personnel à comment intervenir dans des situations qui sont problématiques, où on voit où le consentement n'est pas, j'ai envie de dire, en tout cas il y a un doute sur quelque chose qui se passe, il faut savoir intervenir d'une manière qui protège la victime ou la présumée victime. Donc je pense que c'est un chantier très grand, on n'en est qu'au début, comme rappelle Nicolas Dedecker. Maintenant, d'un point de vue plutôt concret, il faut juste se dire et dresser ce diagnostic assez scandaleux que c'est quand même assez dingue qu'en 2024, des femmes, quand elles sortent pour s'amuser, en fait, la fête est un droit. Il y a un droit à la fête et les femmes l'ont tout autant que les hommes. Et quand on sort, nos amis, nos sœurs, nos femmes, nos mamans, quand elles sortent, elles ne doivent pas choisir entre le fait de danser ou surveiller son verre. C'est aussi simple que ça. Ludivine de Magnanville, vous êtes venue présidente de la Fédération ORECA Bruxelles à peu près au moment de Balance ton bar. Le monde de la nuit a été mis quand même en cause, évidemment, à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a des formations, Hamza en parlait, il y a le Conseil de la nuit notamment qui a été très actif, il y a pas mal de formations qui existent. El Café n'existe plus, ça a été repris, ça s'appelle Mylène, avec tout un concept autour de la sécurité et aussi des problématiques de genre. Vous trouvez que c'est suffisant ou il faut encore aller aussi un pas plus loin? Comment vous avez vécu tout ça? Moi, déjà, je trouve que ce qu'il faut soulever en premier, c'est cette espèce de liesse populaire qui a été créée autour de Balance ton bar, qui, au départ, était très stigmatisante pour le secteur ORECA, parce que Balance ton bar, ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, ça aurait pu, en tout cas, apporter un clivage entre le secteur, qui est un secteur privé, et justement, ce soulèvement de femmes et d'hommes qui ont dit à un moment, ça suffit, et ce n'est pas normal. Et donc, je trouve que finalement, avec le recul, il y a eu une très jolie cohésion qui s'est faite. Donc, justement, avec tout ce système de prévention, de formation et en fait, beaucoup de patrons de bars ont dit, on ne veut pas que ça arrive, et on ne veut pas que ça arrive chez nous, et comment on prend cette responsabilité-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être souligné. Elles sont efficaces aujourd'hui, ces formations, ou est-ce que c'est un peu de la poudre aux yeux? Alors, je suis sincèrement convaincue sur le fait qu'elles soient efficaces, parce que ça apporte quelque chose auquel beaucoup d'hommes, donc ça, le secteur ORECA est vraiment, pour le moment encore,
Et surtout la nuit en plus. Principalement masculin. Et donc, les formations sont très bien faites parce qu'elles arrivent à déconstruire tout un tas d'idées qui est assez intéressante, comme est-ce que vous trouvez normal qu'une femme doit réfléchir à comment elle s'habille quand elle va sortir, son parcours, comment elle va se rendre à un point A, à un point B. Donc c'est plein de choses dont les hommes n'ont pas conscience. Et donc quand on arrive avec cette idée de base, après on déconstruit beaucoup de choses. Donc c'est assez intéressant et elles sont bien faites. Après, est-ce qu'elles sont assez nombreuses et surtout accessibles à tout le monde? Peut-être pas encore assez. Donc ça, c'est évident et c'est quelque chose qui, moi, quand je suis partie de la Fédération Horeca, j'ai supplié, en tout cas, le centre de formation Horeca de la région de Bruxelles, de dire faut continuer, il faut que ça rentre aussi dans les cuisines. Parce que ça, c'est aussi très important. Donc c'est quelque chose et dans les écoles et partout. Après, moi, je trouvais pendant chaque réunion par rapport aux formations, je trouvais assez difficile à admettre qu'on fait de la prévention et qu'à un moment, on ne dit pas aussi qu'il y a une faute au niveau de la justice. Et donc là, le travail de Maïté Meus et tout ça apporte ça. Et donc, et je trouve que c'est le plus important, c'est de se dire, la prévention, c'est bien, mais à un moment, je suis désolée, il faut taper sur les doigts, comme un radar sur une autoroute. Je suis désolée de la comparaison parce qu'elle n'est pas jolie, mais c'est vrai que la justice était importante. Mais on voit que là, la justice donc, a fait son travail. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est passé très vite, évidemment, cette heure. La semaine prochaine, c'est Jean-Jacques Deleu qui reprendra la commande des experts. Quant à moi, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous.